bonjour à tous. Je dois vous parler de certaines évolutions dans la prise en charge chirurgicale de la chirurgie colorectale et notamment les modifications en post-opératoire. Et une des principales modifications de ces 15 dernières années, c'est ce qu'on appelle la réhabilitation précoce. Longtemps, la chirurgie traditionnelle, les hospices de Beaune, était basée sur une chirurgie par laparotomie avec une préparation du côlon, une purge, avec des sondes, des drainages, une incision médiane en chirurgie digestive, des médicaments contre la douleur à la demande, une mobilisation qui était très souvent retardée, pas le lendemain de l'opération toujours, plusieurs jours après, et une alimentation qui ne se faisait qu'après la reprise du transit. C'est même probablement encore le cas dans la plupart des services. La durée moyenne de séjour pour une chirurgie du côlon, pas des chirurgies du rectum, mais une chirurgie du côlon, est en moyenne de 7 à 10 jours, que ce soit aux États-Unis ou en Europe occidentale, bien sûr, une durée qui est moindre aux États-Unis en raison d'un système social moins enveloppant. La notion de réhabilitation précoce a été développée par ce monsieur, qui est un chirurgien du nord de l'Europe, M. Kelly, qui a souhaité que l'on diminue la réponse au stress de l'organisme, qu'on diminue le temps de récupération des malades en améliorant leur confort et en diminuant la durée de séjour post-opératoire. Il a souhaité surtout que les soins qui sont donnés en post-opératoire ne soient plus basés sur la tradition chirurgicale, mais sur les preuves. On a donc ainsi pu démontrer que la préparation colique pour la chirurgie du côlon, la préparation mécanique, la vidange du côlon préopératoire n'avait pas d'intérêt, que la sonde gastrique n'avait pas d'intérêt, que la plupart du temps les drains n'en avaient pas, que l'alimentation précoce n'augmentait pas les complications et que la mobilisation précoce n'augmentait pas non plus les complications, que les médicaments contre la douleur devaient être administrés toutes classes confondues ensemble et non pas à la demande, classe par classe, c'est ce qu'on appelle l'analgésie multimodale, et que bien sûr la célioscopie a apporté un plus considérable, ce que Mme Berger vous exposera ou vous a déjà exposé, je ne sais pas, en diminuant les conséquences pour le malade. Alors avec la réhabilitation précoce, on a une durée d'hospitalisation qui peut aller de 2 à 5 jours au lieu de 7 à 10. Avec un taux de l'admission qui est de 10%, qui n'est pas significativement différent des modes d'hospitalisation traditionnels. Ce type de prise en charge a un grand retard de mise en place parce que ça suppose de l'organisation. Finalement, ça demande aux établissements, aux équipes, d'améliorer la qualité des soins qu'ils prodiguent, un peu comme l'ambulatoire. C'est donc une procédure qui nécessite de la qualité et de l'organisation. Ces pratiques sont-elles sûres? Quand on parle de réduction de la durée d'hospitalisation, tout de suite, il y a une angoisse qui est générée, c'est on va le mettre dehors, je ne serai pas prêt à sortir, ça n'est pas sûr, je paye le déficit du système social. Et donc, la littérature nous permet de démontrer qu'il n'y a pas de différence de mortalité entre une réhabilitation précoce et une réhabilitation traditionnelle, mais que les complications, ce qu'on appelle la morbidité, est significativement moindre. Pas sur le taux de complications chirurgicales, qui est inchangé mais non augmenté, mais sur le taux de complications médicales, embolie pulmonaire, infection du poumon, infarctus, toutes ces complications qui s'associent aux complications chirurgicales, et même chez les personnes âgées. La durée d'hospitalisation est en moyenne inférieure de 3 jours. Le taux de réadmission est équivalent à une procédure traditionnelle, et les principaux facteurs qui permettent une sortie précoce sont la chirurgie célioscopique, d'où l'intérêt dans le service pour cette chirurgie qui a été beaucoup développée ici, la mobilisation précoce, DJ0, le malade est levé le soir de l'opération, la réalimentation précoce, DJ0, et l'absence de préparation colique. Alors un programme a été mis en place en chirurgie digestive à la HGP depuis 1 an et demi pour encadrer le parcours du patient. Et c'est une organisation pluridisciplinaire. Je vous parlais de systèmes d'évolution comme l'ambulatoire qui sont finalement des évolutions organisationnelles qui permettent d'améliorer la qualité des soins. Ça prend, bien sûr, les chirurgiens sont partie prenante, les anesthésistes, les spécialistes de la douleur, les infirmières, les kinés, les diététiciennes, les aides-soignants, il y a d'autres catégories que je n'ai certainement pas citées. Et c'est vraiment décliné par rapport au parcours du patient. On s'occupe, avant l'hospitalisation, de mettre en place cette réhabilitation précoce, pendant le séjour, bien sûr, et en post-opératoire. Il y a des critères d'inclusion, tous les malades ne sont pas éligibles. Il faut une chirurgie, ce qu'on appelle élective, c'est-à-dire que ça n'est pas valable pour la chirurgie d'urgence, qui a d'autres impératifs,
Ce sont pour des malades qui ont peu de comorbidité. Il est évident que si on a une insuffisance cardiaque déséquilibrée, la réhabilitation précoce n'est pas la priorité. Une bonne compréhension et adhésion au programme. Des malades extrêmement anxieux qui n'ont pas souhaité qu'ils sortent rapidement, ça ne va pas être possible, donc ça ne sert à rien d'aller contre, évidemment, ça ne peut se faire qu'avec le malade. Il faut un environnement personnel favorable, évidemment, il faut avoir des conditions d'hébergement, de logement qui soient acceptables. Si vous êtes au 8e sans ascenseur, il est possible que ce soit plus compliqué que si vous avez des conditions d'accès à votre logement plus simple. Il faut un malade actif, ça ne sert à rien de réhabiliter précocement un malade qui est au lit, et un malade qui ne soit pas dénutri, parce que là c'est un facteur de risque de complications, et on est dans une chirurgie qui a d'autres objectifs que de sortir rapidement, mais plutôt d'éviter les complications. Et vous voyez cette phrase de Benjamin Franklin qui nous incite à préparer à l'avance les choses pour éviter de se préparer à l'échec. Les critères d'exclusion, c'est la chirurgie d'urgence, ce qu'on appelle un index de masse corporelle, soit un malade dénutri avec un index de masse corporelle inférieur à 18, ou au contraire un malade obèse qui va avoir d'autres difficultés, et sa sortie précoce n'est pas le problème. Un malade dénutri, pour les mêmes raisons. Une chirurgie avec une stomie, ça c'est une contre-indication que l'on considère parce qu'il va falloir du temps pour s'habituer à sa stomie, et que donc ça peut nécessiter 1 ou 2 jours de plus. Et pour l'instant, nous n'avons pas souhaité faire de la réhabilitation précoce chez les malades ayant une stomie. Un contexte psychosocial défavorable, c'est tout ce que j'ai évoqué, de l'anxiété, une incapacité chez soi à avoir un entourage qui adhère à ce programme. Les patients aux lourdes comorbidités, les malades qui n'ont pas une mobilisation active, qui ont une altération d'état général, et surtout ceux qui refusent d'arrêter le tabac avant l'intervention. C'est un facteur de complication, et en principe c'est une contre-indication, certes relative, mais en fait de plus en plus on se rend compte que l'arrêt du tabac plusieurs semaines avant la chirurgie est un facteur de diminution des complications. La consultation chirurgicale permet la sélection du malade, de définir l'indication chirurgicale, la procédure qui va être réalisée. En réhabilitation précoce, on ne part pas sur une opération, on sait exactement quelle opération on est censé faire. On doit placer les malades en début de programme opératoire et établir un peu les mêmes règles que pour l'ambulatoire, c'est-à-dire lui expliquer les règles de détertion, les règles de rasage, de préparation qui vont se faire beaucoup à domicile. Arrêt du tabac, arrêt de l'alcool jusqu'à la chirurgie. On explique le programme qui vise à dissocier le besoin de soins du besoin d'hébergement et d'hospitalisation. Qu'il n'y a pas de prise de risque, comme je vous l'ai démontré par la revue de la littérature, que les réadmissions et les contacts avec l'hôpital sont faciles, ce qui n'est pas toujours le cas, donc il a fallu pour cela que dans ce programme, on mette en place des manières, des procédures pour pouvoir que les malades dans ce programme puissent nous recontacter facilement. Avec le rôle central de l'infirmière de consultation qui a été dédiée à ce programme et qui prend en charge les malades avant, pendant et après. Elle n'est pas la seule, bien sûr, mais elle assure le lien entre la période préopératoire et la période post-opératoire. Il y a donc une consultation infirmière avec cette infirmière de coordination qui va réévaluer le contexte, expliquer la démarche, remettre les documents, le protocole de population. Il y a d'autres choses. On distribue des chewing-gums pour favoriser la reprise du transit. Tout un tas de petites procédures pour améliorer le confort et la reprise du transit. L'information sur les visites post-opératoires et sur le suivi téléphonique qui va être réalisé par cette infirmière qui va encadrer le malade quand il sera chez nous pour l'appeler de façon systématique, pas tous les jours, mais pour vérifier qu'il va bien et qu'il n'y a pas d'angoisse et qu'il n'y a pas de nécessité de revenir plus tôt que cela n'est prévu. La consultation d'anesthésie va particulièrement rechercher les contre-indications à ce programme, les antécédents douloureux, la nécessité d'une prémédication anxiolytique et l'arrêt du tabac et de l'alcool. On va également expliquer les règles de jeûne qui ont un peu évolué avec une interdiction des solides, bien sûr 6 heures avant l'intervention, mais des liquides clairs autorisés jusqu'à 2 heures. De J-1 à J0, pour l'instant, on dort encore à l'hôpital. On passe une visite pré-anesthésique, on a un régime le soir, on est à jeun des solides 6 heures avant et on n'a pas de préparation. Le matin de l'intervention, une boisson carbohydratée, c'est-à-dire de l'eau sucrée, est donnée 2 heures avant l'intervention. C'est une pratique qui ne se fait pas dans la chirurgie traditionnelle. La préparation est habituelle pour le malade et il descend en bloc opératoire. En péropératoire, il y a des procédures anesthésiques que je ne vous ai pas détaillées, mais qui vont viser à maintenir la température du malade, à limiter relativement les apports hydriques, à prévenir les nausées et les vomissements, à utiliser plutôt des dérivés de la morphine d'action courte
et prévenir ce qu'on appelle l'hyperalgésie, c'est-à-dire éviter qu'il y ait des douleurs post-opératoires très intenses. La chirurgie va avoir pour but d'être essentiellement faite par célioscopie, avec un temps opératoire relativement court, si possible, des incisions plutôt transversales que médiales parce qu'elles sont moins douloureuses, d'utiliser des cathéters d'infiltration de cicatrices pour aider à diminuer la douleur, éviter si possible des drainages, mais ça n'est pas interdit, c'est laisser à l'appréciation du chirurgien, mais on a à l'esprit qu'il faut essayer de ne pas en mettre, pas de sonde gastrique en sortie de bloc, et si possible, pas de sonde urinaire, ou s'il y en a une, qui soit enlevée très précocement. Dès J0, la sonde urinaire doit être retirée si c'est possible. On poursuit les antalgiques en multimodal, c'est-à-dire plusieurs classes en même temps. Un lever précoce et une mise au fauteuil qui se fait entre 2 et 6 heures après l'intervention, avec une alimentation légère au fauteuil. J1, bien sûr, il y a le passage de l'infirmière dédiée. Je vous ai mis une publicité ancienne pour les chewing-gums Wrigley qui nous aide dans ce programme en nous fournissant gratuitement les chewing-gums pour aider nos malades à reprendre leur transit en mâchant des chewing-gums, ce qui est une pratique assez recommandée. Les diététiciennes qui vont passer pour expliquer aux malades comment il faut manger, la douleur qui va passer pour vérifier que le traitement est adapté, les kinés qui vont proposer 50 mètres de déambulation le premier jour et l'ablation de la sonde urinaire si ça n'avait pas été fait à J0. Vous voyez qu'on continue à surveiller nos malades, nous y attachons une grande importance, avec une déperfusion à partir de J2 dès que possible, une marche de 100 mètres, ce qui est bien facilité par nos locaux et la rue hospitalière, qui est un endroit où on peut déambuler. Une évaluation régulière des critères de sortie qui vont être adaptés. On a fait jusqu'à J2, on a fait sortir des colectomies à J2. Les critères de sortie, c'est un contrôle satisfaisant de la douleur, une alimentation orale tolérée, un transit intestinal au moins gazeux, mais il y a des malades qui sont sortis sans transit de sel, une récupération de l'autonomie antérieure, et bien sûr un malade qui n'a pas de fièvre, et je n'ai pas marqué volontairement, mais un bilan biologique qui rassure également l'équipe. Ça fait partie de nos critères. Le jour de la sortie, on prescrit évidemment les anticoagulants préventifs, les médicaments contre la douleur, des conseils hygiéno-diététiques pour éviter le port de charges lourdes. Ce n'est pas parce qu'on sort tôt qu'on n'a pas les mêmes règles que si on sortait d'une intervention. L'intervention a quand même lieu. Le rendez-vous une semaine après avec le chirurgien et le numéro de téléphone pour rejoindre l'infirmière dédiée et le chirurgien de garde qui est joignable 24 heures sur 24, grande particularité également de l'hôpital confirmé. Le suivi téléphonique va être répété jusqu'à la consultation avec le chirurgien et là encore c'est le rôle de l'infirmière dédiée. Les résultats, nous avons inclus 66 malades de juillet 2014 à décembre 2015. Certains ont été exclus en péropératoire parce qu'on a découvert finalement que l'intervention qui devait être pratiquée suite aux constatations opératoires n'était pas possible dans un contexte de réhabilitation précoce. Vous voyez que l'âge moyen est de 65 ans, c'est donc une procédure qui peut tout à fait être réalisée chez des malades mûrs. 56 interventions pour des cancers, 22 colectomies droite, 34 colectomies gauche, et 100% par la célioscopie, ce qui est aussi une particularité de cet hôpital qui a beaucoup développé la célioscopie. La reprise du transit en moyenne se fait à 1,7 jours, ce qui veut dire que si on sort au deuxième jour, on a toutes les chances d'avoir déjà repris son transit. Une durée de séjour hospitalier hors complications qui est de 5 jours, ce qui veut dire qu'on a en pratique gagné 2 jours par rapport à ce qu'on faisait habituellement. Les complications post-opératoires ont concerné 24 malades avec des reprises retardées du transit et 4,5% de reprises chirurgicales. Les soins post-opératoires ont montré l'absence de sonde gastrique en salle dans plus de 9 cas sur 10, un délai moyen de retrait de la sonde urinaire de 0,8 jours, ce qui veut dire qu'il y a des malades qui sont remontés sans sonde urinaire. Un premier levé à J0 pour 75% des malades et 88% des malades ont eu une alimentation au moins liquide le premier jour. En pratique, c'est un programme adaptable aux impératifs de la chirurgie, c'est-à-dire qu'on s'adapte, évidemment, c'est pas du tout quelque chose de rigide. À l'évolution des malades, si le malade va moins bien que prévu, évidemment, on s'adapte. Ça nécessite une sélection des malades, notamment pour ce qui est des personnes âgées. Je le répète, une personne qui n'a pas d'autonomie n'a aucun intérêt à avoir une réhabilitation précoce. On va dispenser des ressources pour l'hôpital sans bénéfice pour le malade. Et il faut évidemment accepter le programme. Ça ne sert à rien d'avoir un programme de réhabilitation précoce pour rester finalement 10 jours. En conclusion, la réhabilitation précoce améliore la qualité des soins des malades opérés d'un cancer colorectal
en réduisant l'impact sur la qualité de vie des malades, en réduisant la durée d'hospitalisation, en réduisant les complications médicales. Ça n'augmente pas les complications chirurgicales, mais ça nécessite une organisation rigoureuse, une collaboration multidisciplinaire, une surveillance post-opératoire pour nous adapter à l'état du malade, et des procédures de contact simples et fiables après la sortie. Mais je le répète, le principal intérêt, la principale condition est la collaboration du malade. Je vous remercie.